Pierre-Michel Menger. Bonjour Jean-Philippe Denis. Pierre-Michel Menger, professeur du Collège de France, spécialiste du travail créateur. Vous êtes professeur de sociologie. Pierre-Michel Menger, vous intéressez beaucoup aussi à l'enseignement supérieur et en particulier à cette tension entre enseignement et recherche dans l'enseignement supérieur. Donc je vais vous poser la question brutalement, finalement, aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas arrivé à un stade où le divorce est inéluctable entre ces deux grandes activités des enseignants-chercheurs ? Alors, si on regarde le paysage d'un peu loin, de manière assez générale, c'est-à-dire en prenant le monde international de l'enseignement supérieur et de la recherche, on peut assister effectivement à une évolution qui est assez claire. On était d'abord dans un monde humboldtien, du nom de Wilhelm Humboldt, et l'université allemande, qui était un grand modèle, s'est bâtie là-dessus, c'est-à-dire l'indissociabilité entre enseignement et recherche. Ce sont des activités fonctionnellement liées, et ça a été le socle du modèle d'enseignement supérieur en Europe, aux États-Unis aussi, avant, mais a fortiori dès le 19e siècle aussi, et au 20e siècle encore plus, et notamment après 1945, quand on a développé énormément l'enseignement supérieur, les universités au plan international et mondial, et on a adopté, ça n'existe pas dans d'autres langues, mais on a adopté ce vocabulaire d'enseignant-chercheur, tiré-chercheur, donc en disant c'est lié fonctionnellement. Mais bon, qu'est-ce qu'on enseigne ? Et c'est ça la question dans le supérieur. Est-ce que les connaissances existantes suffisent ou pas ? Il faut tout de même se maintenir assez proche de la frontière de la recherche pour que ces connaissances qu'on transmet aux étudiants pour les former ne soient pas périmées et ne soient pas totalement obsolètes. Donc il faut développer évidemment des connaissances nouvelles, et là où on les développe le mieux, c'est dans la partie supérieure de la formation, c'est-à-dire dans le doctorat. Et c'est là que enseignement et recherche sont le plus intrinsèquement liés et que les actes de travail ne sont pas considérés comme rivaux. Autrement dit, si j'enseigne, je n'ai pas de temps pour chercher, ou si je cherche, je sacrifie mon enseignement. Dans la formation doctorale, les doctorants sont après tout des jeunes collègues, en tout cas pour ceux qui sont les plus dynamiques et les plus talentueux. Et donc, on a là une forme d'union qui est bien scellée, mais pour une certaine composante de l'enseignement supérieur. Ce qu'on voit aussi, pour ajouter une complexité à notre débat, c'est que l'enseignement supérieur s'est aussi internationalisé incroyablement dans le dernier siècle, ou les 3/4 de siècle, après 1945 essentiellement. Et la compétition s'est développée, et les grandes nations veulent évidemment attirer les meilleurs enseignants-chercheurs, à la fois avec des questions de salaire, mais aussi avec la meilleure qualité possible d'étudiants, recrutés localement ou internationalement, et avec une bonne organisation de leur travail. Et c'est là que les choses vont devenir un peu touchy, un peu délicates, parce que les universités sont donc productrices de recherche, et la compétition en recherche, en fait, mène le mouvement parce qu'elle est plus visible et plus cinglante que la compétition par la qualité d'enseignement. C'est assez simple. La recherche, elle sort des murs. Publier, c'est rendre public des connaissances qu'on produit, avec le risque qu'elles valent ou qu'elles ne valent rien. Mais en tout cas, elles sortent des murs. Elles sont ensuite absorbées, citées. Ça devient un bien intermédiaire, un bien de connaissance. L'enseignement, lui, il reste dans les murs. Il n'a pas vocation à être transmis au-delà. Et même les MOOC n'arrivent pas à changer fondamentalement ces données de base-là. Elles ne périment pas du tout le modèle classique de l'enseignement, la proximité, le mentoring et toutes ces choses-là. Et donc, de fait, la valeur que procure la recherche aux universités, elle a un signal réputationnel qui est beaucoup plus élevé que la valeur d'enseignement de ces universités, parce que la recherche, elle peut être évaluée et qu'elle est visible à 360 degrés, et ça planétairement. Et donc, la conclusion ou la conséquence de ça, c'est qu'il y a des tentations de découplage entre recherche et enseignement, parce que, de fait, il y a des arbitrages à faire dans le temps des individus, des équipes, des chercheurs, a fortiori des meilleurs, qui sont productifs pendant une certaine partie de leur carrière. Il y a des arbitrages à réaliser, à la fois pour les individus et pour les organisations. Est-ce que je ne pousse pas par de multiples leviers à découpler complètement ? Après tout, on en a un exemple en France, hein, on y reviendra peut-être, c'est-à-dire des organismes de recherche, ou alors, plus classiquement, des multiples leviers
qui permettent de gérer individuellement les situations d'activité des enseignants dans les grandes universités. Je l'ai beaucoup vu pour les États-Unis. Vous négociez votre calendrier et votre agenda de travail avec le doyen ou le chef du département dans son bureau, et il vous accorde un livre ou bien autre chose, et il vous dégage d'activités d'enseignement ou pas, etc., en fonction de performances ou de projets. Et voilà. Et parallèlement, on voit que dans ces grandes universités, il y a une population d'enseignants non-tenured qui ne sont pas donc assurés de leur statut, ou des clinical professors, etc., des enseignants qui sont purement enseignement. Donc, on a une situation de découplage potentiel. Ça n'est jamais tout à fait vrai tout au sommet, mais au sommet, on veut mettre des prix Nobel devant des étudiants de première année qui sont des futurs alumni, etc. Mais voilà. Donc, le risque existe. Et la compétition mondiale, elle ne fait qu'attiser ces évolutions-là et en quelque sorte, bousculer le modèle humboldtien et tâtonner pour savoir si on a une superposition du modèle humboldtien ou d'autres choses par-dessus, ou si certains pays continuent à maintenir l'espoir que Humboldt avait raison, enseignement et recherche sont fonctionnellement indissociables. Étrangement d'ailleurs, un débat qui dépasse celui sciences exactes versus sciences humaines et sociales, parce que comme vous l'évoquiez, à partir du moment où la recherche c'est visible planétairement, c'est le cas en sciences humaines et sociales comme en sciences dures. Voilà, avec la nuance qu'en sciences exactes, pour certains départements, il faut se procurer des fonds de recherche et qu'il y a une activité supplémentaire de chasse aux fonds qui est considérable et qui gage les salaires d'un certain nombre d'enseignants. Par exemple, aux États-Unis, c'est comme ça. Ce qui peut être un inducteur de découplage, évidemment. Merci Pierre-Michel Menger. Merci à vous.